Les prisonniers de guerre japonais ont été choqués par les soldats américains lorsqu'ils ont vu, pendant la Seconde Guerre mondiale, peu de situations furent aussi empreintes de tensions culturelles et d'attentes contradictoires que les premières rencontres entre les prisonniers de guerre japonais et leurs ravisseurs américains. Pour ces femmes, conditionnées par la propagande impériale japonaise à s'attendre à un traitement brutal et déshumanisant de la part des démons occidentaux, ce qu'elles vécurent réellement bouleversa profondément toutes leurs attentes quant à la nature des soldats américains. Ces femmes, capturées principalement lors des campagnes du Pacifique entre 1943 et 1945, arrivèrent en captivité aux États-Unis porteuses non seulement du traumatisme de la défaite militaire, mais aussi de la terreur psychologique alimentée par des années de propagande dépeignant les Américains comme des bêtes sanguinaires, sans honneur ni compassion. Nombre d'entre elles s'attendaient à la torture, aux abus sexuels et à une mort certaine. Certaines avaient même tenté de se suicider avant leur capture, préférant la mort au déshonneur de tomber aux mains de l'ennemi. Le choc culturel qui s'ensuivit révéla non seulement les profondes différences entre les sociétés orientales et occidentales, mais aussi la capacité de l'être humain à transcender les barrières créées par la propagande et les préjugés. Des soldats américains, dont beaucoup étaient de jeunes hommes, n'ayant jamais mis les pieds hors de leur pays d'origine, se retrouvèrent face à des femmes qui les craignaient comme des monstres, les forçant à affronter des situations auxquelles aucune formation militaire n'aurait pu les préparer. Les réactions des prisonniers japonais à la découverte d'aspects inattendus de la culture et du caractère américain ont donné lieu à des moments de révélation mutuelle qui ont transformé ravisseurs et captifs. Leurs observations, consignées dans des journaux intimes, des lettres censurées et des témoignages d'après-guerre, offrent un aperçu unique de l'un des aspects les plus humains et les plus complexes d'un conflit souvent resté dans les mémoires uniquement pour sa brutalité et son ampleur. La construction de la peur, comment la publicité a façonné les attentes. Pour bien comprendre le choc des prisonniers japonais, il est essentiel de comprendre la campagne systématique de déshumanisation menée par le gouvernement impérial japonais contre les Américains pendant des années de conflit. Cette propagande n'était pas seulement politique, mais profondément culturelle et psychologique, destinée à rendre la reddition impensable et à faire de la résistance à la mort la seule option honorable. Depuis l'attaque de Pearl Harbor, le peuple japonais est bombardé d'images et d'histoires représentant les soldats américains comme des oni, des démons dévorant des enfants, violant des femmes et torturant des prisonniers pour leur plaisir sadique. Ces représentations exploitaient des peurs culturelles profondément ancrées et des stéréotypes raciaux, dépeignant les Américains comme une race barbare, incapable de concepts tels que l'honneur, la miséricorde ou le respect. Les Japonaises, en particulier, étaient la cible d'une propagande qui mettait l'accent sur le sort pire que la mort, qui les attendait en cas de capture. Des films de propagande montraient des soldats américains violant des infirmières japonaises, tandis que des pamphlets décrivaient avec force détail les tortures qui attendaient toute femme tombée aux mains des Américains. Cette propagande était si efficace que de nombreuses femmes portaient des grenades ou du poison comme ultime protection contre la capture. Le concept de Yamato Damashi, l'esprit japonais, fut perverti, suggérant qu'être capturé vivant constituait une trahison non seulement envers l'empereur, mais aussi envers l'essence même de la nationalité japonaise. On enseignait aux femmes que la mort était préférable au déshonneur, et que même envisager la reddition constituait une faute morale fondamentale qui souillerait leur famille pendant des générations. Cet endoctrinement était renforcé par des récits soigneusement sélectionnés d'atrocités alliées, souvent exagérés ou complètement inventés, mais présentés comme la preuve de la nature bestiale des ennemis du Japon. Chaque bombardement américain était présenté comme la preuve de la cruauté infinie des démons américains. Chaque victoire alliée comme la preuve que les Américains ignoraient tout concept comme l'honneur au combat. La formation militaire des femmes dans les services auxiliaires comprenait des séances spécifiques de préparation à la capture, principalement axées sur les méthodes de suicide et les instructions sur la destruction d'informations sensibles avant la mort. L'idée de survivre à la captivité n'était tout simplement pas évoquée, car elle était considérée comme impossible ou indésirable. Cette préparation psychologique signifiait qu'au moment de leur capture, ces femmes n'étaient pas seulement confrontées à une défaite militaire,
mais à ce qu'elles croyaient être leur destin ultime, aux mains de monstres sous-humains. Leur terreur était sincère et profonde, fondée sur des années de conditionnement systématique qui avaient transformé les Américains, d'adversaires humains, en forces surnaturelles du mal. Si ces récits de rencontres culturelles pendant la Seconde Guerre mondiale vous fascinent et révèlent l'humanité derrière les conflits, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur le bouton « I-Part » pour nous aider à continuer à vous proposer ces récits historiques qui montrent comment des gens ordinaires ont fait face à des situations extraordinaires. Votre soutien est essentiel pour nous permettre d'explorer plus avant ces aspects humains de l'histoire. Premier contact, les attentes brisées par la réalité. Pour la plupart des prisonniers japonais, le moment de leur capture fut marqué par une terreur paralysante, suivie d'une profonde confusion, leurs attentes concernant le comportement américain ne se réalisant tout simplement pas. Les femmes qui s'attendaient à une violence immédiate et à une brutalité sadique se retrouvèrent face à de jeunes soldats qui semblaient plus mal à l'aise et incertains que sanguinaires. De nombreux prisonniers ont rapporté plus tard que leurs premiers ravisseurs américains semblaient sincèrement préoccupés par leur bien-être, leur offrant de l'eau, des soins médicaux de base et tentant même de communiquer par des gestes de gentillesse. Cette sollicitude initiale était si contraire aux attentes que beaucoup de prisonniers l'ont d'abord interprétée comme une forme élaborée de torture psychologique, une manière cruelle de baisser leurs défenses avant que la véritable brutalité ne commence. La fouille corporelle, que les prisonniers s'attendaient à voir se traduire par des abus sexuels, était menée par des infirmières militaires américaines faisant preuve d'un professionnalisme médical remarquable. Cette expérience était particulièrement choquante, car elle témoignait non seulement du respect de la pudeur féminine, mais suggérait aussi que les Américains comptaient des femmes à des postes à responsabilité dans leurs forces armées, un concept qui remettait en cause les stéréotypes japonais sur les sociétés occidentales. Les documents initiaux des prisonnières ont également surpris les japonaises. Au lieu de l'interrogatoire brutal auquel elles s'attendaient, elles ont découvert un processus bureaucratique fastidieux mais respectueux où les informations de base étaient recueillies par des interprètes et où leur refus de coopérer était accepté sans représailles physiques. Nombre d'entre elles ont par la suite commenté l'étrange courtoisie de la procédure, comme si elles étaient en attente d'un emploi plutôt que d'une peine de prison. La fourniture d'uniformes propres et appropriés constituait un autre choc culturel. Les prisonnières qui s'attendaient à être maintenues dans leur tenue de combat sale et ensanglantée recevaient à la place des uniformes militaires américains modifiés ou des vêtements civils rudimentaires. Cette attention à la dignité humaine fondamentale contredisait fondamentalement le discours selon lequel les Américains considéraient les Japonais comme des sous-hommes méritant seulement l'humiliation. Ce qui a peut-être le plus perturbé les prisonniers, c'est la découverte que de nombreux soldats américains manifestaient une réelle curiosité pour la culture japonaise. Certains tentaient de communiquer en utilisant des mots japonais mal prononcés qu'ils avaient appris, d'autres montraient des photos de leur famille, afin d'établir un lien humain fondamental. Cette humanisation mutuelle était à l'opposé de ce que la propagande avait prédit. L'absence de violence physique immédiate a créé une intense dissonance cognitive. Les prisonniers se sont retrouvés constamment tendus, s'attendant à ce que le véritable traitement américain se révèle à tout moment. Cette tension constante était psychologiquement épuisante, mais a progressivement cédé la place à une réévaluation prudente des attentes, les jours passant sans que les horreurs anticipées ne se matérialisent. À la découverte de l'humanité américaine, petit geste, grande révélation. Alors que les premiers jours de captivité se transformaient en semaines, les prisonniers japonais commencèrent à observer des aspects du comportement américain qui remettaient profondément en question leurs idées préconçues sur la nature des soldats occidentaux. Ce sont souvent les gestes les plus insignifiants, les plus involontaires, qui avaient le plus d'impact, révélant des facettes d'humanité que la propagande japonaise avait systématiquement niées. L'une des observations les plus fréquentes des prisonniers concernait la façon dont les soldats américains interagissaient entre eux. Au lieu de la discipline brutale et de la hiérarchie rigide qui caractérisait l'armée japonaise, ils observèrent de la part de leurs supérieurs une camaraderie, un humour et même des critiques désinvoltes, impensables dans le système militaire japonais. Ce relatif manque de discipline fut d'abord interprété comme un manque de discipline,
mais progressivement reconnue comme la preuve d'une culture militaire fondamentalement différente. Le traitement réservé par les Américains à leurs propres blessés et malades était particulièrement révélateur. Les prisonnières observaient les soldats américains soigner méticuleusement leurs camarades blessés, consacrant des ressources importantes aux soins médicaux des hommes inaptes au combat. Dans l'armée japonaise, les blessés graves étaient souvent abandonnés ou poussés au suicide pour ne pas être un fardeau. Voir les Américains valoriser la vie des soldats handicapés remettait en question les concepts fondamentaux de l'honneur militaire et de la valeur humaine. La correspondance des soldats avec leurs familles fascinait également les prisonnières. Nombre d'entre elles observaient des soldats écrire de longues lettres pleines d'émotions à leurs familles, souvent accompagnées de photos et de petits cadeaux. L'ouverture d'esprit manifestée dans ces communications contrastait fortement avec le stoïcisme exigé des soldats japonais. Voir des hommes adultes exprimer désir, amour et vulnérabilité était à la fois émouvant et déroutant pour des femmes élevées dans une culture qui assimilait l'expression émotionnelle masculine à la faiblesse. Les pratiques religieuses américaines ont ouvert une nouvelle fenêtre sur des valeurs inattendues. Les prisonnières ont observé des soldats de différentes confessions chrétiennes prier ensemble, participer à des offices interconfessionnels et faire preuve de respect envers les différentes traditions religieuses. Cette tolérance religieuse était frappante pour les femmes dans une société où le shintoïsme d'État était devenu synonyme de patriotisme et où les autres traditions religieuses étaient souvent réprimées. L'attitude des Américains envers la nourriture révélait également de profondes différences culturelles. Les prisonnières remarquaient que les soldats partagèrent fréquemment leurs rations, notamment avec leurs camarades ayant perdu les leurs, et que des surplus de nourriture leur étaient souvent offerts. Cette générosité était incompréhensible pour les femmes d'une culture où chaque grain de riz était précieux et où partager de la nourriture avec des ennemis était considéré comme une trahison. Plus significatif peut-être était l'observation de la manière dont les soldats américains parlaient de leur vie civile et de leurs projets d'après-guerre. Nombre d'entre eux exprimaient leur impatience de retrouver un emploi ordinaire, l'université ou la ferme familiale. Cette perspective civile contrastait fortement avec le militarisme brutal de la société japonaise, où servir l'empereur était présenté comme le but ultime de la vie. Découvrir que les soldats américains considéraient le service militaire comme un devoir temporaire et non comme une identité définitive révélait des valeurs sociales fondamentalement différentes. Choc culturel, des différences qui remettent en question les visions du monde. Les différences culturelles les plus profondes entre les ravisseurs américains et les prisonniers japonais se manifestaient souvent, de manière inattendue, révélant des présupposés fondamentaux sur la nature humaine, la société et la moralité. Ces découvertes forcèrent les deux camps à remettre en question des stéréotypes présentés comme des vérités indiscutables. L'une des révélations les plus troublantes pour les prisonniers fut de découvrir que les soldats américains portaient des photos de leurs familles, y compris de leurs épouses et de leurs filles, et les montraient fièrement à d'autres soldats, et même aux prisonniers. Dans la culture japonaise, exposer sa famille à des étrangers, en particulier à des ennemis, était considéré comme une grave atteinte à la protection de la famille. Voir des Américains partager avec désinvolture des photos de leurs épouses et de leurs enfants suggérait une confiance sociale et des valeurs familiales qui contredisaient les discours sur la décadence des sociétés occidentales. L'attitude des Américains envers le travail physique choquait également les prisonniers. Ils observèrent des officiers américains travailler aux côtés de simples soldats à des tâches manuelles, une rupture de hiérarchie impensable dans le système militaire japonais. Voir des colonels transporter des provisions ou des capitaines aider à la cuisine de campagne remettait en question les conceptions fondamentales de la structure sociale et de la dignité du commandement. Les pratiques d'hygiène personnelle américaines constituaient une autre source de surprise culturelle. Les soldats américains se lavaient régulièrement, se brossèrent les dents quotidiennement et maintenaient des habitudes de toilette élaborées, même en campagne. Pour les prisonnières habituées aux conditions militaires japonaises, où les besoins fondamentaux étaient souvent sacrifiés à la discipline, cette attention au bien-être personnel semblait presque décadente, mais aussi humainement séduisante. La communication interraciale au sein des forces américaines était particulièrement révélatrice. Les prisonnières observaient des soldats américains blancs et noirs interagir, manger ensemble
et collaborer à des tâches, tout en étant consciente de l'existence de la ségrégation raciale dans la société américaine. Cette complexité raciale était déroutante pour les femmes issues d'une société ethniquement homogène, à qui l'on avait appris que les Américains étaient uniformément hostiles à toutes les races non blanches. L'humour américain a également déjoué les attentes. Les prisonnières observaient les soldats plaisanter, rire aux éclats et maintenir un moral élevé même dans des conditions difficiles. Cet humour, surtout lorsqu'il s'adressait à leurs supérieurs ou dans des situations graves, semblait irrévérencieux et indiscipliné selon les critères japonais, mais il fut progressivement reconnu comme une forme de résilience psychologique et de cohésion de groupe. L'attitude américaine envers les biens personnels des prisonniers fut une autre surprise. Plutôt que de tout confisquer comme butin de guerre, les soldats américains autorisaient souvent les prisonniers à conserver leurs effets personnels non militaires, notamment leurs photos de famille et leurs petits objets religieux. Cette considération pour les liens affectifs et spirituels des ennemis était incompréhensible selon la logique militaire japonaise de l'époque. Les démonstrations d'affection physique entre soldats américains, accolades, tapes dans le dos, gestes informels de camaraderie, étaient également remarquables. La culture militaire japonaise décourageait fortement ces démonstrations, les considérant comme des signes de faiblesse et d'indiscipline. Voir des soldats américains entretenir une affection fraternelle tout en restant efficaces sur le plan militaire remettait en question les préjugés sur ce qui constituait une force et une discipline militaires appropriées. Traitement médical, des soins au-delà des attentes. L'un des domaines où le choc culturel des prisonnières japonaises fut le plus profond et le plus durable fut l'expérience des soins médicaux américains. Pour des femmes habituées à une négligence délibérée ou à des expériences médicales sadiques, découvrir que les soldats américains prodiguaient des soins authentiques et compatissants fut une révélation qui remettait en question les présupposés fondamentaux sur la valeur de la vie humaine dans toutes les cultures. Les installations médicales américaines, même celles sur le terrain, impressionnaient les prisonnières par leur propreté, leur organisation et l'abondance de leurs fournitures. Les hôpitaux de campagne américains disposaient d'équipements, de médicaments et d'un personnel surpassant ce que beaucoup de femmes avaient vu dans les hôpitaux civils japonais avant la guerre. Cette démonstration des ressources consacrées aux soins de santé, même en zone de combat, révélait des priorités sociales, contrastant fortement avec la mentalité du militarisme japonais, prônant la mort avant le déshonneur. Le comportement des médecins et infirmières américains était particulièrement choquant. Les prisonniers ont rapporté que les médecins examinaient les blessures avec une attention sincère, expliquaient les procédures par l'intermédiaire d'interprètes et se montraient sincèrement soucieux du confort et du rétablissement des patients ennemis. Les infirmières américaines allèrent souvent au-delà de leurs fonctions essentielles, offrant réconfort aux prisonniers terrifiés attendant la torture médicale. L'administration d'anesthésie lors d'interventions chirurgicales fut une révélation particulière. De nombreux prisonniers avaient été conditionnés à attendre des Américains qu'ils leur infligent délibérément de la douleur lors des interrogatoires ou des punitions. Découvrir que les médecins américains utilisaient de précieuses ressources médicales pour garantir que les prisonniers ennemis ne ressentent aucune douleur pendant les soins a remis en question les récits de cruauté américaine d'une manière impossible à rationaliser. Les soins post-opératoires ont également impressionné les prisonniers. Plutôt que d'abandonner les patients après les interventions, le personnel médical américain surveillait leur rétablissement, ajustait les analgésiques et dispensait des soins infirmiers continus. Cette attention constante au bien-être des ennemis blessés était incompréhensible selon la logique militaire japonaise, qui considérait souvent les blessés comme des fardeaux dont il fallait se débarrasser. L'intégration raciale dans les établissements médicaux américains était également remarquable. Les prisonniers observaient des médecins blancs et noirs travailler ensemble avec professionnalisme, traitant des patients de toutes origines avec le même soin et faisant preuve d'une compétence médicale transcendant les divisions raciales que la propagande japonaise avait soulignées comme fondamentales pour la société américaine. L'utilisation de ressources médicales sur les prisonniers, contrairement aux soldats américains, a révélé des valeurs contradictoires avec les attentes japonaises. Les prisonnières ont constaté que les rares antibiotiques, le sang destiné aux transfusions et le matériel chirurgical spécialisé
étaient utilisés pour soigner les ennemis blessés avec la même priorité clinique que les soldats américains. Cette répartition équitable des ressources médicales vitales a remis en question les préjugés sur la valeur que les sociétés accordaient à la vie ennemie en temps de guerre totale. La documentation médicale méticuleuse, conservée pour chaque prisonnier, était également frappante. Les médecins américains tenaient des registres détaillés des traitements, de l'évolution de leur rétablissement et des besoins en soins continus, comme s'ils anticipaient leurs responsabilités à long terme pour le bien-être des patients qui resteraient indéfiniment sous soins américains. Cette approche systématique des soins contrastait avec la médecine militaire japonaise, plus improvisée et axée sur la survie, communication et langage, des ponts au-dessus du gouffre culturel. Les efforts de communication entre soldats américains et prisonniers japonais ont révélé des aspects touchants et inattendus de la nature humaine, transcendant les barrières linguistiques et culturelles. Pour les prisonniers qui s'attendaient à un isolement hostile et à une communication limitée à des ordres brutaux, découvrir que les soldats américains étaient véritablement désireux d'établir une compréhension mutuelle a été une profonde révélation sur la capacité humaine à établir des liens, même dans les circonstances les plus difficiles. De nombreux prisonniers furent surpris de découvrir que certains soldats américains avaient étudié les bases du japonais ou possédaient des guides de conversation japonais qu'ils consultaient pour tenter de communiquer respectueusement. Ces efforts, bien que rudimentaires, témoignaient d'un respect pour la dignité humaine des prisonniers qui contredisait les attentes de traitement déshumanisant. Voir les soldats peiner à prononcer les salutations japonaises appropriées ou à s'enquérir de leur bien-être révélait une humanité individuelle qui transcendait les hostilités nationales. Le recours à des interprètes américains d'origine japonaise, Nisei, a créé des situations particulièrement complexes et chargées d'émotions. Les détenus ont rencontré des Américains qui paraissaient physiquement japonais, mais s'identifiaient clairement comme tels, remettant en question les préjugés raciaux sur l'identité et la loyauté nationale. Ces rencontres ont contraint les détenus à affronter les réalités de l'assimilation et de la diversité culturelle américaine, en contradiction avec la propagande sur la pureté raciale et la loyauté ethnique. Les échanges culturels informels qui se sont développés au fil du temps ont été tout aussi révélateurs. Les soldats américains ont manifesté une réelle curiosité pour les coutumes japonaises, s'informant sur les traditions familiales, les fêtes, la nourriture et les pratiques religieuses. Cette curiosité culturelle s'exprimait avec un respect sincère et non comme une forme de moquerie ou d'humiliation. Les prisonnières ont progressivement compris que de nombreux Américains faisaient une distinction entre les politiques gouvernementales japonaises auxquelles ils s'opposaient et la culture japonaise qu'ils respectaient. Le partage de photos de famille est devenu une forme particulièrement puissante de communication interculturelle. Les soldats américains partageaient des photos de leurs épouses, enfants, parents et maisons, tandis que les prisonnières partageaient leurs propres photos de famille lorsqu'elles se sentaient en sécurité. Ces échanges ont révélé des points communs humains fondamentaux que la politique et la propagande avaient occultés: l'amour familial, le mal du pays, l'inquiétude pour les proches laissés derrière. L'enseignement informel, de mots et d'expressions anglais par des soldats américains à des prisonnières intéressées, constituait un autre développement inattendu. Certains soldats consacraient leur temps libre à l'enseignement de l'anglais de base, non pas comme forme d'interrogatoire ou de pression psychologique, mais apparemment par réelle préoccupation pour le bien-être futur des prisonnières. Cet investissement dans l'éducation des ennemis capturés suggérait une perspective à long terme sur la réconciliation d'après-guerre, remarquable par son humanité. La musique est apparue comme une autre forme de communication interculturelle. Les prisonnières observaient les soldats chanter des chansons folkloriques américaines, et certaines ont progressivement commencé à reconnaître des mélodies, voire à apprendre des paroles. Certains soldats ont manifesté leur intérêt pour les chants traditionnels japonais, créant ainsi des moments d'échange culturels qui humanisèrent les deux camps et révélaient des aspirations artistiques et émotionnelles communes transcendant les conflits politiques. Découverte sur les valeurs familiales américaines. L'une des révélations les plus profondes et les plus durables pour les prisonnières japonaises fut leur compréhension des structures familiales américaines et des valeurs qui y étaient associées.
Pour les femmes élevées dans une société où les hiérarchies familiales rigides et la soumission féminine étaient considérées comme fondamentales pour l'ordre social, l'observation des attitudes américaines envers la famille, le mariage et les rôles de genre remettait en question les présupposés fondamentaux sur la nature humaine et l'organisation sociale. Les lettres que les soldats américains écrivaient à leurs épouses révélaient des dynamiques relationnelles profondément étrangères aux prisonniers japonais. Loin des communications formelles et hiérarchiques typiques de la correspondance conjugale japonaise, ces lettres témoignaient d'une affection intime, d'une consultation sur les décisions familiales et même d'une vulnérabilité émotionnelle masculine. Les soldats américains demandaient fréquemment conseil à leurs épouses, exprimaient un profond désir et discutaient de leurs projets d'avenir en partenaires égaux. La façon dont les soldats américains parlèrent de leurs filles était particulièrement révélatrice. Plutôt que d'exprimer leur déception de ne pas avoir de fils ou leurs inquiétudes quant aux contraintes financières d'un futur mariage, de nombreux soldats américains exprimaient une réelle fierté pour les réussites scolaires et les aspirations professionnelles de leurs filles. Cette valorisation de l'éducation féminine et de leur potentiel d'indépendance contrastait fortement avec les attentes japonaises quant à la limitation des destins féminins. Les photographies de famille portées par les soldats ont également révélé des structures sociales inattendues. Les prisonnières ont observé des photos d'Américaines en uniforme militaire, en tailleur et dans des contextes éducatifs, suggérant des opportunités pour les femmes impensables dans la société japonaise traditionnelle. Voir des preuves visuelles de femmes américaines occupant des postes d'autorité et d'indépendance économique a remis en question les discours sur le déclin moral des sociétés qui accordaient la liberté aux femmes. L'attitude américaine envers le vieillissement et la prise en charge des parents âgés a également surpris les prisonniers. Les soldats exprimaient souvent une réelle inquiétude pour leurs parents âgés, laissés derrière eux, mais évoquaient des modalités de prise en charge, impliquant une assistance professionnelle ou institutionnelle, plutôt qu'une dépendance totale envers les enfants. Cette approche des soins aux personnes âgées suggérait des valeurs sociales conciliant obligation familiale et indépendance individuelle d'une manière culturellement étrange mais humainement attrayante. L'expression ouverte de l'amour et de l'affection dans la correspondance familiale américaine contrastait également avec la réserve émotionnelle traditionnelle des Japonais. Les soldats américains utilisaient un langage romantique et expressif avec leurs épouses, manifestaient une affection physique désinvolte avec leurs enfants sur les photos et exprimaient leurs émotions avec une liberté qui aurait été jugée inappropriée pour des hommes japonais. Cette expression émotionnelle fut progressivement perçue par les prisonniers non pas comme une faiblesse, mais comme la preuve de liens familiaux profonds et épanouissants. Les discussions sur l'éducation des enfants ont révélé une autre différence essentielle. Les soldats américains exprimaient fréquemment l'espoir que leurs enfants aillent à l'université, choisissent leur propre carrière et remettent même en question l'autorité lorsque cela était approprié. Cette insistance sur l'indépendance de pensée et l'épanouissement personnel contrastait avec les attentes japonaises d'obéissance filiale et de conformité sociale, mais suggérait une société suffisamment confiante pour encourager l'individualité. Réflexion sur la démocratie et la liberté individuelle. En observant les comportements et attitudes des Américains pendant des mois de captivité, les prisonniers japonais ont commencé à développer une compréhension des concepts démocratiques et des libertés individuelles totalement étrangères à leur expérience culturelle antérieure. Ces révélations sur des structures sociales alternatives ont souvent suscité de profondes réflexions sur la nature humaine, l'organisation sociale et les possibilités de sociétés différentes. L'observation de débats et de discussions politiques informelles entre soldats américains s'est avérée particulièrement révélatrice. Les prisonnières ont vu des soldats critiquer ouvertement les politiques gouvernementales, remettre en question les décisions des commandants et exprimer des opinions politiques dissidentes sans crainte de sanctions. Cette liberté d'expression était incompréhensible pour les femmes dans une société où toute critique du gouvernement pouvait entraîner l'emprisonnement ou la mort. La diversité des origines régionales, ethniques et économiques des soldats américains remettait également en cause les présupposés d'une nécessaire homogénéité sociale. Les prisonnières observaient des soldats des fermes rurales travailler en harmonie avec des hommes des grandes villes, des catholiques coopérer avec des protestants
et des hommes de différents niveaux d'éducation respectaient leurs contributions respectives. Cette diversité fonctionnelle suggérait que les sociétés pouvaient être à la fois pluralistes et cohésives. Les discussions sur les projets d'après-guerre ont révélé des attentes en matière de mobilité sociale et d'opportunités individuelles extraordinaires pour les Japonais. Les soldats parlaient avec désinvolture de reconversion professionnelle, de réinstallation géographique, de poursuite, d'études et même de création d'entreprises. Cette fluidité sociale et économique contrastait avec les structures japonaises plus rigides où la naissance déterminait largement le destin. L'attitude américaine envers l'autorité était également remarquable. Les prisonniers observaient que le respect des supérieurs coexistait avec l'attente d'un exercice responsable de l'autorité et d'une remise en question si nécessaire. Cette approche équilibrée de la hiérarchie suggérait des systèmes sociaux où le pouvoir était limité par la responsabilité et l'obligation de rendre des comptes. Les expressions du patriotisme américain différaient également fondamentalement du nationalisme japonais. Les soldats américains manifestaient leur amour de la patrie par des critiques constructives, des aspirations à l'amélioration et une identification à des idéaux abstraits plutôt que par une soumission totale à l'autorité impériale. Ce patriotisme réflexif et évolutif était conceptuellement étrange, mais il fut progressivement reconnu comme potentiellement plus profond et plus durable que la loyauté fondée uniquement sur l'obéissance. L'héritage durable, les transformations d'après-guerre. Lorsque les prisonniers japonais sont finalement rentrés au Japon après la guerre, ils ont emporté avec eux non seulement le souvenir d'un traitement humain inattendu, mais aussi des perspectives profondément modifiées sur les possibilités sociales, la nature humaine et l'organisation des sociétés. Leurs expériences ont constitué une force discrète mais significative dans la transformation du Japon d'après-guerre. De nombreux anciens détenus se sont engagés en faveur des droits des femmes, de l'égalité d'accès à l'éducation et de la démocratisation, fondant leurs arguments sur l'observation directe d'alternatives sociales efficaces. Leurs voix ont été particulièrement influentes car elles ne pouvaient être écartées comme de la propagande étrangère. Ils avaient été témoins de réalités alternatives. La démystification des Américains apportée par ces femmes a été cruciale pour l'acceptation populaire de l'occupation américaine et des réformes ultérieures par le Japon. Les familles, qui ont entendu des témoignages directs sur l'humanité américaine, étaient plus réceptives aux changements sociaux proposés par les occupants et moins sensibles à la propagande concernant les intentions malveillantes des Américains. Leurs observations des structures familiales américaines ont contribué à l'évolution des rôles de genre au Japon. Nombre d'anciennes prisonnières sont devenues des modèles pour les Japonaises en quête d'éducation, de carrière et de relations conjugales plus égalitaires, fondant leurs aspirations sur la preuve que des sociétés fonctionnelles pouvaient être organisées différemment. L'impact éducatif fut également significatif. De nombreux anciens prisonniers soulignèrent l'importance de l'éducation critique, de la diversité culturelle et de la pensée indépendante, en s'appuyant sur leurs observations de soldats américains instruits. Ils devinrent partisans de réformes éducatives, encourageant la recherche et la créativité plutôt que la simple mémorisation et l'obéissance. Le concept de traitement humain des ennemis dont ces femmes furent témoins influença l'attitude des Japonais d'après-guerre à l'égard des conflits internationaux et des droits de l'homme. Nombre d'entre elles devinrent militantes pour des organisations pacifistes et de défense des droits de l'homme, affirmant que les sociétés civilisées pouvaient mener des conflits sans renoncer à l'humanité fondamentale. Leur expérience de la diversité raciale américaine a également contribué à l'évolution progressive des attitudes japonaises à l'égard de l'homogénéité ethnique et de la xénophobie. Le bon fonctionnement de sociétés multiraciales a remis en question les présupposés sur la nécessité de la pureté raciale pour la stabilité sociale. Plus important encore, ces femmes ont servi de passerelle, fin formelle entre les cultures, durant les années cruciales de la reconstruction d'après-guerre. Leurs compétences en communication interculturelle, perfectionnées pendant leur captivité, ont fait d'elles de précieuses médiatrices entre les communautés japonaises et américaines pendant l'occupation. Leçons universelles, l'humanité au-delà des frontières. L'histoire des prisonniers japonais, bouleversée par l'humanité des soldats américains, offre de profondes leçons sur la nature humaine, le pouvoir de la propagande et les possibilités de compréhension interculturelle,
même dans les circonstances les plus difficiles. Ce récit transcende son contexte historique spécifique pour révéler des vérités universelles sur les capacités humaines de connexion et de transformation. Cette expérience démontre comment une propagande systématique peut déformer la perception d'autres groupes humains au point de créer des attentes de monstruosité totalement déconnectées de la réalité. Les prisonnières japonaises n'étaient ni crédules, ni facilement manipulables. C'étaient des femmes intelligentes, systématiquement conditionnées par de fausses informations sur la nature américaine. La capacité des soldats américains à transcender leur propre propagande et leurs préjugés est également remarquable. Nombre de ces jeunes soldats nourrissaient sans doute leurs propres stéréotypes sur les Japonais, mais ils parvenaient à considérer les prisonnières comme des êtres humains à part entière plutôt que comme des ennemis abstraites. L'histoire révèle le pouvoir des petits gestes d'humanité pour briser les cycles de haine et d'incompréhension. Ce ne sont pas de grandes proclamations ni de politiques officielles qui ont transformé la perception des prisonniers, mais des actes quotidiens de décence. Offrir de l'eau, montrer des photos de famille, manifester une curiosité respectueuse envers la culture japonaise. Cette expérience souligne également l'importance d'exposer les gens à la diversité culturelle comme antidote aux préjugés et à la xénophobie. Les prisonniers qui ont eu l'occasion d'observer des soldats américains d'horizons différents ont développé une compréhension plus nuancée des possibilités sociales et humaines. La transformation des prisonniers, de la terreur initiale à la compréhension finale, démontre la capacité humaine à se développer intellectuellement et émotionnellement, même dans des circonstances traumatisantes. Leurs esprits n'ont pas été purifiés par la propagande américaine, mais enrichis par l'exposition à des preuves contredisant les hypothèses antérieures. Le récit révèle également comment de véritables rencontres interculturelles peuvent être mutuellement transformatrices. Les soldats américains ont également été transformés par leurs interactions avec les prisonniers japonais, développant une compréhension plus fine de la culture asiatique et des complexités de la guerre. À l'ère contemporaine de la polarisation politique et de la montée des tensions internationales, cette histoire offre l'espoir de voir la compréhension humaine transcender les divisions engendrées par la propagande et les préjugés. Elle suggère que l'exposition directe à l'humanité des autres peut être l'une des forces les plus puissantes pour briser les cycles d'hostilité et d'incompréhension. L'expérience des prisonnières japonaises nous rappelle que derrière tous les stéréotypes, la propagande et l'hostilité politique se cachent des êtres humains capables de décence, de compassion et de développement. C'est une leçon qui reste pertinente chaque fois que des groupes sont tentés de se déshumaniser les uns les autres. Enfin, l'histoire démontre que même dans les contextes les plus difficiles, guerre totale, captivité, différences culturelles extrêmes, des possibilités de connexion humaine, d'apprentissage mutuel et de transformation positive existent. Elle témoigne de la résilience de l'esprit humain et de sa capacité à garder espoir, même dans les circonstances les plus sombres. Avez-vous apprécié cette histoire fascinante de rencontres culturelles qui ont bousculé les stéréotypes pendant la Seconde Guerre mondiale? Si ces récits d'humanité émergeant au cœur des conflits les plus difficiles vous ont touché, aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires révélant des aspects humains extraordinaires de la guerre et regardez la prochaine vidéo qui s'affiche sur votre écran et qui présente d'autres moments surprenants de compréhension mutuelle lors des grands conflits de l'histoire. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir apprécié ces histoires qui nous rappellent l'humanité qui existe même dans les moments les plus sombres.